On va démarrer une session et un débat sur la rentabilité en salle, ce qu'on appelle le yield management et le revenu management. Donc ceux que ça peut intéresser, ça démarre maintenant. On est sur la scène 1. C'est le tout dernier débat de la matinée. Merci d'être présent, merci de l'assurer. Et donc on fera I will translate for you. Et on va peut-être commencer par se présenter. Je crois que vous avez tous des micros devant vous. Je vous encourage à les prendre. Bonjour. Alors Philippe peut-être, Philippe Labbé. Bonjour, Philippe Labbé, ancien chef de la Tour d'Argent, aujourd'hui et donc cuisinier. Et tu pars à Taipei pour faire... À Taipei pour faire une promotion pendant 1 mois et demi dans un restaurant gastronomique. Avec le Michelin. Antoine Kowalski. Antoine Kowalski, ancien journaliste, communicant. Je travaille avec toi, Philippe, sur l'accompagnement de chefs. Et j'ai aussi une activité de restauration, de table de président et club de direction dans les entreprises, des restaurants privés. Donc ce sont des restaurants privés pour les chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise, tout à fait. Sophie Brissot. Bonjour, Sophie. Auteure culinaire, photographe culinaire, journaliste culinaire. Et totalement ignorante de toute la problématique dont il va être question ici. Mais la raison pour laquelle je suis ici est très simple, c'est que je parlerai à la fin. Je pense que j'aurai pas grand-chose à dire pendant que vous parlerez, messieurs, mais j'interviendrai à la fin pour donner le point de vue du client. Voilà. Du consommateur, qui on tenait à avoir autour de cette table. Peter. Pour l'instant, j'ignore ce que ça va être. Je m'appelle Peter Panos. I am from New York. Je suis de New York. Je suis à New York. I own Orf Media, a luxury lifestyle digital media agency. Donc je suis le patron de Orf Media, qui est une agence de communication digitale dans le secteur du luxe et de la restauration. What are your clients, Peter? We work with clients like Jean-Georges. On travaille avec Jean-Georges. Joël Robuchon. Joël Robuchon à New York. Wolfgang Puck. Wolfgang Puck. And Hyatt Hotels. Et le groupe Hyatt, notamment. Sophie? Non, je voulais simplement dire que s'il y a besoin d'un peu d'interprétariat, je peux assurer. Ah bah c'est parfait alors. Interprète et porte-parole des clients. Philippe Labbé, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut définir, ou peut-être Antoine Kowalski ou Peter, comment on définit le yield management? Qu'est-ce que c'est? C'est comme pour les compagnies aériennes, c'est la gestion du revenu par tête, c'est la tarification en temps réel. Je pense qu'on connaît tous l'expérience, Philippe, sur ça. Depuis que la SNCF a changé pour les Français ses tarifications, c'est de la variation du prix. Ça existe dans les compagnies aériennes depuis les années 80 et c'est quelque chose qui existe aussi en restauration, sur certaines branches de la restauration. C'est la variation du prix en fonction de la fréquentation, notamment. Et parce que vous avez un stock limité et que vous pouvez prévoir effectivement un certain nombre d'entrées et de réservations. Donc vous allez faire varier ce prix en fonction de ce stock limité et de ses demandes. Et c'est nouveau dans la restauration? C'est nouveau, en tout cas, pas vraiment, puisque la fourchette, par exemple, sur un certain nombre de prestations, vous pouvez avoir des discounts. D'accord? Donc ça existe depuis plusieurs années. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en discute pour la gastronomie et qu'il y ait des résistances. Je sais que Philippe Labbé y est strictement opposé, tu vas en parler. Mais c'est quelque chose qui mérite d'être posé. Je pense que dans l'excellence où j'ai toujours travaillé, c'est très compliqué de faire du discount. Pourquoi? Parce que si vous vendez un produit 100 € et que la personne qui est avec vous, à côté de vous, va la payer 50, il y a un moment, le restaurant est plus crédible. Il est plus crédible, pourquoi? Parce que dans l'excellence, la rentabilité est très faible et vous avez une masse salariale et des produits d'excellence qui font que vous ne pouvez pas baisser vos coûts. Alors, ce qui peut se faire, évidemment, dans des restaurants d'excellence, c'est quelquefois faire accéder de plus jeunes consommateurs à découvrir le restaurant en ayant dans des périodes d'influence qui soient moins fortes au restaurant et de faire profiter des jeunes qui désirent découvrir la gastronomie, une ambiance de restaurant connu ou en tous les cas ou avec un chef atypique et une personnalité où on va découvrir une cuisine bien particulière. Et voilà, ça c'est un vrai engouement et en même temps c'est un peu pour la haute restauration ouvrir le marché
pour les jeunes consommateurs. Et je pense que là, c'est très intéressant. Mais faire du discount chez nous, c'est pas possible. Enfin, vous allez pas chez Ferrari et vous faites pas de discount. Vous vendez pas un jour la Ferrari 250 000 € et un jour 125. Donc la limite, c'est la haute gastronomie, Antoine. Mais c'est le mot discount, moi, que j'aime pas. Parce qu'on parle pas forcément de ça. On parle d'augmenter les marges, de créer des incentives et d'être dans justement le plus et pas forcément le moins. Il ne s'agit pas de perdre d'argent. Donc je pense que le mot de Philippe n'est pas le bon. Et il faut être beaucoup plus dynamique sur ce marché-là et ne pas avoir des résistances culturelles. Il y a un pays où le yield management, dans la restauration, c'est imposé depuis longtemps, ce sont les États-Unis. Donc, Peter Orphanus, can you tell us what yield management is according to you and on the American market? Qu'est-ce que le yield management et comment ça se passe sur le marché américain? Well, I think restaurants are experiencing a new economic growth, and there are all these revenue opportunities that you can do with your restaurant, whether it's adding on to reservations. For instance, if I book a reservation, I can add on a bottle of champagne, maybe music, or even have a special cake waiting. Il y a une croissance actuellement du monde de la restauration aux États-Unis et on peut à la réservation par exemple ajouter des extras, par exemple une bouteille de champagne ou un gâteau quand il s'agit d'anniversaire. That's how you describe yield management. Can it be other things more specifically? Est-ce que tu peux être plus spécifique sur le yield management? In terms of controlling the costs. Contrôler les coûts. Oui, controlling the costs and understanding that your value and the amount you charge in terms of the per plate, per dish, and maintaining a specific control over what you offer. So yield management to me and to what we see is really about your cost control and what kind of revenue you can generate from those cost measures. Oui, en gros, le yield management, ça équivaut au contrôle des coûts et à la façon dont on peut rentabiliser au maximum son restaurant ou son affaire. Est-ce qu'il faut faire payer plus cher les tables les mieux placées? Est-ce qu'on peut faire payer moins cher aux heures creuses? Est-ce qu'il faut essayer de convaincre ses clients de commencer à dîner à 18h pour multiplier les services, par exemple? Ça, c'est des tendances qu'on voit aux États-Unis. Is it acceptable to pay more when the table is at a better place? Is it acceptable to pay less when there are less people in the restaurant? Do you need to convince your clients to get to dinner earlier in order to have more services? Yes. Do we see that in the US? Yes, we definitely see that in the US. There are services, there's specific online services that will allow you to sell a table for less, for a discount on a Tuesday night as opposed to a Friday night. And we can call it surge pricing, but in the new restaurant economy, you have to take the opportunity to keep on letting your restaurant produce every single day. So in other words, you don't want Monday to ever just be a plain Monday. You want to be able to generate some type of revenue. And even a little bit of revenue is more than you have currently. So there's a lot of digital opportunities, and paying in advance, paying at a discount for certain tables on a weekend if you want to take your wife or your girlfriend to a nice dinner and you want a great place, you definitely would be willing to pay, especially if you make a reservation late. C'était un peu long. Alors, en gros, il y a un système. Aux États-Unis, tout ça existe. En gros, le lead management permet à des restaurants qui autrement auraient des trous, auraient des lundis par exemple, pour ceux qui sont ouverts le lundi, pas terrible. Ça permet d'avoir des lundis où il y a vraiment du revenu, de s'assurer en faisant des discounts en ligne. Il y a tout un tas d'objets, de plateformes digitales qui permettent de faire des discounts, qui permettent de donner des cadeaux, qui permettent d'incentiver les consommateurs. Ça permet d'être sûr qu'ils viennent aux jours creux, on va dire. Et on peut aussi leur offrir, on peut aussi envisager de faire payer
effectivement plus cher, une table mieux placée. On peut essayer d'envisager d'avoir des discounts ou des réductions aux heures creuses. Et c'est vrai qu'il vaut mieux pour un restaurant avoir des clients qui payent moins que de ne pas avoir des clients du tout, pour des raisons de rentabilité et de gestion des coûts. Et tout ça, ça plaide pour un yield management, c'est-à-dire un ajustement du prix en fonction de la table. C'est ça. Sur ce sujet, Philippe, je pense qu'effectivement, le terme yield, on a dit que c'était vraiment la tarification en temps réel, et ça a l'air d'être quelque chose qui choque les chefs. Hein, non, c'est pas applicable pour tous les domaines de non, mais il y a aussi restauration. cette idée que le yield management, c'est quelque chose qui va venir détruire de la valeur. Donc je pense que le bon terme pour cette session, c'est revenue management. C'est comment chaque jour, je vais pouvoir innover sur mes tarifs, je vais pouvoir diversifier, utiliser les temps morts, utiliser les jours qui sont un peu plus faibles pour faire de la vente additionnelle, comme Peter Orphanos le dit, pour peut-être l'après-midi transformer mon restaurant en coworking space et faire du café, ce qui va être très rentable parce que je vais louer ma place 50 €, parce que j'ai besoin, je suis un beau restaurant et je peux attirer des clients smart et qui veulent faire une réunion dans mon espace. Donc le matin, on peut faire des petits déjeuners, le midi, un service, l'après-midi, accueillir des gens qui veulent travailler avec leur ordinateur à un prix différent. Et le soir, redevenir un restaurant, par exemple. De toute façon, aujourd'hui, les restaurants sont confrontés à cette nécessité de diversification. Si vous continuez à penser de façon traditionnelle, à prix constant, tout le temps, etc., et que vous avez fixé une espèce de code sacré autour de ça, je pense que vous vous trompez, en tout cas pour une certaine partie de la restauration. Je pense que le modèle américain va arriver en France et ça arrive déjà, notamment dans les grosses métropoles, c'est-à-dire Paris, où il y a quand même un engouement pour une restauration et une diversification de la restauration dans les établissements, on va dire, standards, et puis avec un décor sympa, etc. Après, pour la restauration de haut niveau, aujourd'hui, est envisageable de payer un repas, par exemple, pour un groupe tout compris. À l'avance, tu veux dire? À l'avance. Oui. Donc ça fait que la personne qui invite, elle est réconfortée. En tous les cas, elle n'a peut-être pas envie de voir l'addition arriver devant ses clients. Et donc c'est un confort, c'est un certain confort. Est-ce que ça n'améliore pas la relation client, finalement, de payer pour dîner à la Tour d'Argent où tu étais jusqu'à récemment, de payer pour dîner chez toi dans ton nouveau restaurant demain? Est-ce que c'est pas une amélioration du confort de pouvoir payer à l'avance, de finalement ne pas avoir ce qu'on appelle la douloureuse, hein, ça s'appelle comme ça quand même, et de pouvoir être plus fluide, finalement, de pouvoir passer une soirée sans se dire je vais être obligé de payer, j'ai déjà payé, l'acte d'achat je l'ai déjà fait. Et c'est aujourd'hui, c'est potentiellement possible, sauf que le marché dans des restaurants comme chez nous, il y a la liste des vins où forcément il faudrait que le client choisisse les vins auparavant. Donc, en avance. Quand on a des grosses caves comme il y a à la Tour d'Argent, c'était possible qu'on a des clients quelquefois qui viennent choisir les vins d'avance et ils ne les payent pas forcément, mais en tous les cas, quand vous avez plus de 380 000 bouteilles dans la cave et qu'il y a des wine lists qui sont énormes, avec des références sur 25 ou 30 années différentes sur le même cru, forcément, il y a des gens qui sont spécialistes du vin ou en tous les cas amateurs du vin et qui viennent chez vous pour se faire plaisir dans un certain domaine. Après, ça va accompagner le repas et en même temps, ben voilà, ils vont payer quand même l'addition qu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est un peu réducteur de payer une addition chez nous à l'avance parce que ça empêche la consommation. Enfin, ça rebute la consommation. Et si on veut ouvrir la consommation... C'est comme les hôtels finalement. Je paye ma chambre à l'avance, mais si j'ai des extras, je les règle au moment du départ. Oui, mais enfin, c'est un peu malvenu parce que notre métier, c'est le commerce. Et le métier, c'est de la rentabilité de la restauration. Donc on est là pour accueillir le client, pour donner de l'excellence et en même temps pour l'accompagner jusqu'au bout. Et un client, il est là pour choisir un vin, mais peut-être que c'est pas le bon vin ou c'est pas le bon plat. Et alors là, c'est l'art de la relation entre la cuisine et la salle. Et on va développer et emmener le client vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience, qui est... L'expérience, c'est un peu, restrictif parce que finalement, c'est le bien vivre du client. Et c'est qu'aujourd'hui, dans des tables comme où il y a l'excellence, 1, 2, 3 étoiles Michelin ou même sans étoiles, le client, il a envie d'être considéré comme s'il était chez lui. En tous les cas, d'être accompagné en dehors du côté professionnel avec une gentillesse
et une bienveillance qui sera qu'à la fin, il va sortir avec une expérience où il est épanoui, il est rempli de bonheur, et ça va de la réception du bas jusqu'à la montée en haut et jusqu'au retour chez lui. Parce que la tour d'argent, on monte effectivement dans le restaurant. Sophie. Je rebondis sur ce que dit Philippe. Pour moi, payer à l'avance, c'est pas une mauvaise idée, mais je crois que ça ne peut se faire que dans certaines conditions. D'abord, ça implique un menu fixe, un menu dégustation, dans lequel il n'y a pas de choix, parce que le choix, il se fait quand on se met à table, il se fait quand on a le menu en main. Donc le prix correspond à ce qu'on a choisi. Si on paie à l'avance, il n'y a pas de choix. Ou alors il y a des extras, ce qui est une façon aussi d'augmenter l'addition. Alors, quand il y a un restaurant au Pays Basque qui est Asador Etxebarri, qui est à mon avis un des plus grands restaurants du monde, la seule formule possible, c'est le menu dégustation. Aucun choix, aucune vision de ce qu'on va manger. J'ai dû payer à l'avance et j'ai trouvé ça normal. Maintenant, quand on adopte des méthodes ou des tendances dans la restauration, dans la haute restauration, ça fait tache d'huile. Les autres modes de restauration, il n'y a pas de raison que les autres modes de restauration n'adoptent pas non plus ces méthodes. Donc on risque de se voir généraliser cette habitude de payer à l'avance à d'autres de façon beaucoup plus vaste, et ça risque de mettre à mal la notion de choix. Oui, la notion de choix et de liberté. Une question additionnelle pour vous, Philippe Labbé. Est-ce que ce serait très anormal de demander à un client de payer plus cher une table? On va continuer à prendre l'exemple de la Tour d'Argent, qui est ton dernier restaurant, mais une table qui est placée pile en face de Notre-Dame, avec une vue sur la Seine. Est-ce que ce serait vraiment inconcevable de dire, si vous voulez cette table-là, très bien, mais c'est 200 € plus cher, sachant qu'on est sur des niveaux de prix très élevés? Très honnêtement, la réservation des meilleures tables se font en fonction de l'ancienneté des réservations. Des clients, l'ancienneté des clients et des réservations. Non, ça ne veut pas dire que les clients viennent depuis longtemps, mais si par exemple une personne a réservé le 22 décembre pour le 5 mai, ou à partir du moment où les Première arrivée, premier servi. Première arrivée, premier servi, évidemment, s'ils sont deux, ils vont avoir la meilleure table vue sur Notre-Dame. Maintenant, il y a aussi une notion où, dans ce genre d'établissement, vous avez des clients qui viennent depuis des années et qui ont leurs habitudes, et où vous pouvez avoir un scandale dans le restaurant s'ils ne retrouvent pas la table qu'ils avaient auparavant. Donc on est confronté à un système qui devient, dans ce genre de restauration, extrêmement politique, où il faut avoir beaucoup de doigté avec sa clientèle et en même temps savoir faire passer des messages très importants. C'est là l'art du service et l'art de la salle qui est aujourd'hui très important partout, mais particulièrement chez nous, parce qu'on est confronté à beaucoup de problématiques aux journaliers. Donc c'est dire à quelqu'un, si vous voulez garder votre table très bien placée, que vous avez depuis 10 ans, il va falloir payer 200 € de plus, c'est compliqué. On ne peut pas. Mathématiquement, ce n'est pas possible chez nous, puisqu'on est là pour l'excellence, et que les prix qu'on pratique aujourd'hui, on ne peut pas surenchérir pour une table chez nous. C'est incohérent, et en tous les cas, ce n'est pas du commerce, et c'est du mauvais commerce. Pour toi, c'est du mauvais commerce. Pour vous, c'est du mauvais commerce. Antoine. Je suis en total désaccord avec toi, Philippe. Je suis désolé, mais c'est justement... on vient d'avoir la session avant des start-upers qui sont ultra brillants, qui innovent, qui sont dans la dynamique du mouvement, qui s'adaptent aux nouvelles habitudes, et on a une restauration traditionnelle qui s'ankylose dans les habitudes. Et c'est le mot que tu as dit, les habitudes, les habitués. Oui, très bien, il faut les respecter dans la haute gastronomie, bien sûr. Mais c'est aussi d'autres personnes que tu dois aller chercher. Et à partir du moment où tu considères que les meilleures tables, tu ne les fais pas payer, dans ce cas-là, pourquoi quand tu prends ton billet Air France ou ton billet de train, tu acceptes de payer un peu plus et ça ne choque personne pour être mieux placé? Donc ces habitudes, elles existent. Le même client qui va vouloir cette table avec vue sur la Tour Eiffel, il est capable de payer sa business class dans Air France plus cher parce qu'il est plus près de la sortie, qu'il a un meilleur service. Dans la restauration d'entreprise de table de présidence, il y a des espaces qui, moi, me coûtent plus cher à utiliser. Exemple, la terrasse. Il me faut 2 personnes de plus pour les servir. Et donc il est normal que le président de la société paye plus
ce service parce que ça me requiert 2 serveurs supplémentaires, une mise en place qui est plus complexe, il faut installer la terrasse, la débarrasser, etc. Donc ça, c'est du coût, ça se calcule. Je veux dire, depuis le début, on ne parle pas de ça. La restauration, c'est effectivement de l'addition, tout simplement, et de la soustraction et des ratios. C'est aussi simple et bête que chou. Avant de parler de yield, c'est de la comptabilité. Quand vous comptez qu'à un moment donné, cette table, cet espace vous coûte plus cher, il faut le facturer. C'est simple, facturation. Je pense que je suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis d'accord. On voit bien qu'il y a des cultures complètement différentes. Je suis d'accord avec Antoine sur le fait qu'ils sont entendables et respectables toutes les deux. Dans cette restauration, effectivement, il y a 2 types de choses. Il y a la restauration dont il parle, où je suis entièrement d'accord avec lui, sauf qu'il faut connaître notre système de fonctionnement. Notre système de fonctionnement, je crois que dans toute entreprise aujourd'hui, on doit parler rentabilité. Et la rentabilité de notre entreprise aujourd'hui, d'un restaurant gastronomique, c'est que la salle, en collaboration avec la cuisine, doit à chaque fois monter la qualité de son travail pour arriver dans quelque chose d'inégalable où l'expérience est tellement exceptionnelle qu'on peut faire payer le client le prix où il doit payer. Mais ça ne veut pas dire pour ça que quand on arrive à 800 € par personne, on va faire payer 200 € la table à côté qui soit la meilleure placée. C'est pas possible. La question de l'évaluation du prix, c'est ça que pose Philippe, et il a raison, mais il n'y a pas de contradiction entre ce que je dis et ce qu'il dit. Je crois que... Je pense qu'aujourd'hui... Je vais faire du en même temps, mais vraiment en même temps, il n'y a pas de problème. On peut avoir une politique de prix différentielle et en même temps rester au bon niveau. C'est un travail qui est difficile, qui n'est pas évident, on peut se tromper, mais il faut essayer. Et je crois que les gens le demandent aussi. Donc voilà, patience, testing, c'est ce que font les startups, elles testent les choses. Et effectivement, dans des vieilles machines et des vieilles mémés comme la Tour d'Argent, qu'il faut respecter, qui sont des institutions, il faut faire doucement, on ne peut pas du jour au lendemain. Il faut rappeler qu'il y a... Voilà, faut y aller progressivement. Je suis pas d'accord pour y faire doucement. Moi, je suis arrivé dans cette entreprise, c'était à moins 24%. En 8 mois, j'ai remis les compteurs à 0. L'année d'après, j'ai fait plus 16%. Et l'année d'après, j'ai encore fait du bénéfice. Donc, faire doucement, c'est pas vrai. C'est une question de respecter le lieu où on est. C'est une question de culture gastronomique et d'accueil, culture du service. On a bien compris que c'était ça le vrai problème. Développer le système et faire avancer une entreprise qui est en difficulté ou qui se crée, parce que la création, c'est pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le secret, il réside là-dedans. C'est qu'on est des chefs d'entreprise et on doit faire vivre une entreprise en fonction de ses besoins et de gérer ses masses salariales, etc. Alors, Peter, what do you observe in your clients in the US regarding yield management? What are the innovations that you see? What are the trends that you see? Peter, quelles sont les innovations et les tendances que vous voyez chez vos clients aux États-Unis dans le yield et dans le revenue management? And revenue management too. Yes, we have a lot of clients, whether they're restaurants and hotels On a beaucoup de or clients, restaurants que ce in soit des different restaurants ou cities. des hôtels ou dans les grandes villes. They're always looking for ways Ils to cherchent toujours de nouvelles façons cut down on their costs, pour de réduire leurs which is the most coûts. important. Ça, c'est le plus Especially in the important. States now, where Et surtout aux minimum États-Unis wage en ce moment has gone up. où le salaire minimum quite a aux bit. États-Unis a augmenté. C'est ce que m'a expliqué Peter quand on a préparé le débat. Aux États-Unis, il y a un problème parce que le niveau des salaires est en train de monter dans la restauration. Aux États-Unis, ils n'ont pas les 35 heures qui a été intégré par les restaurateurs, mais ils ont une montée des salaires. It's very expensive to have a full staff at a restaurant C'est très now. cher de garder un staff And complet dans un restaurant aujourd'hui. If you take your average restaurant, Si on prend le restaurant moyen, it is very important that they produce. il est très because important the de margin, produire, the margin of profits are very thin. parce que les marges de profit sont très faibles. 20 years ago, Il y there a was 20 ans, almost no technology il y avait taking pratiquement money pas out de of technologie. the average paycheck at a table. On se contentait de... Voilà, il n'y a pas de technologie dans le fait de se faire payer, on avait juste l'addition et voilà. So they look for different ways Aujourd'hui, on using cherche technology, de nouvelles façons avec les technologies. whether it is upselling when someone makes a reservation. Alors, upselling, what is upselling? Upselling is adding on to a reservation. So I'll book a reservation Alors, il y a le and I'll get upselling. an email Je prends une that réservation says, et je would you reçois like un to add mail. on a... Ah oui, et j'ai réservé dans un restaurant et le restaurant m'envoie un mail en me disant est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Would you like to add on a bottle of champagne, Est-ce que vous voulez ajouter une bouteille de champagne à votre a menu? mariachi band, Eh? a mariachi music?
Ah ouais, est-ce que vous voulez de la musique à votre table? Violin, et des violons à votre table? Or even even a birthday cake. Est-ce que vous voulez un gâteau d'anniversaire? That's a good point. And it's great because we actually, one of our clients in the United Kingdom in Donc London, c'est intéressant parce que nous, à Sushi Londres, Samba and Duck and Waffle, on both a un client. upsell. What's the name of the client? Sushi Samba. Un client qui s'appelle Sushi Samba. Et Duck and Waffle. Un Duck and Waffle à Londres. And they both upsell. So when you go there, because it's an experience restaurant. Et quand vous y allez, donc c'est un restaurant où vous avez une expérience. People want to come in enhancing their dinner. Et ils veulent, eux, que leur dîner soit, qu'on ajoute à leur dîner des options supplémentaires pour lesquelles ils sont prêts à payer et qu'ils ont choisi, si je comprends bien, à l'avance. They chose it in advance. Yes. And for smaller restaurants which do not have pour les plus petits restaurants, the budget to really do different things like the champagne or qui n'ont pas vraiment de budget pour faire tout ça, ils n'ont pas de budget pour acheter du champagne. They need to go in and diversify their revenue. Ils ont besoin de diversifier leurs revenus. Where a popular dinner place might sell sandwiches for lunch as a pickup. Voilà, ils peuvent vendre, par exemple, un restaurant peut se mettre à faire des sandwichs en plus à emporter. They call that grab and go. Ils appellent ça le grab and go à Londres. And you can also order online and et on peut commander en ligne et venir le chercher. So that the restaurant's always working. Le click and collect. Yes. Ce qu'on appelle le click and collect, ils commandent en ligne et ils viennent chercher au restaurant. So it's you know, those are small little areas, as well as even using the private event spaces. If you have a beautiful restaurant, you can use the private event spaces to develop experiences. Vous pouvez aussi privatiser votre restaurant. Si c'est un bel endroit, vous pouvez le privatiser, organiser des expériences privées. Invite a chef to come in and work with an Instagram influencer. Vous pouvez inviter votre chef peut travailler avec des influenceurs, des Instagrammeurs. Create an art theme et créer un événement sur l'art, par exemple, sur la création dans votre restaurant si vous avez un bel endroit. And even add in some live music to really create a vibrant new experience in an empty private dining space that normally isn't used most of the year. Si vous faites ça, vous pouvez utiliser votre restaurant pendant les périodes où il devrait être fermé. C'est une politique commerciale active. Et vous ne perdez pas votre espace pendant l'année. Sophie, je te vois réagir. Dans ce que notre ami vient de décrire, je ne vois rien qu'on ne pourrait pas faire chez nous. Culturellement, ça me paraît tout à fait... Do you have a translation? No, it's okay. Oh, okay. Non, ça me paraît tout à fait concevable chez nous. Je remarque que dans cette description, je n'ai pas entendu une seule fois la notion de payer une table plus chère parce qu'elle est mieux placée. Or, dans mon expérience d'auteur culinaire qui a beaucoup recueilli les avis et étudié la façon dont les Américains vont au restaurant quand ils sont en Europe, le fait d'être bien placé, d'avoir une bonne table, je dirais, c'est extrêmement important pour eux. C'est même beaucoup plus important que pour des Français. In the US, are they ready to pay more for a better table? Do they do that? Absolutely. Aux États-Unis, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils payent plus cher pour une table? Oui. Can you develop on that? It is in the States, especially in the bigger cities. Aux États-Unis, surtout dans les grandes villes. People will pay for premium reservations. Les gens paieront pour une réservation premium. On the smaller scale with restaurants, it's a little different, but people will maybe pre-order. On pourra précommander le menu, prépayer évidemment, avant d'aller au restaurant. So they don't feel that it take out some liberty. Ils pensent pas que ça leur enlève some freedom of choice, de la liberté. It depends on the type of restaurant. Ça dépend du restaurant. And I will preface this. What I'm talking about, I think there are different rules for different restaurants. Il y a différentes règles qui doivent s'appliquer à différents types de restaurants. For your small, medium, and large restaurants. Selon que vous êtes petit, moyen ou grand. So I may be talking about one area which is fine dining primarily. Si je parle du fine dining, de l'élite. But we also work with some smaller fast casual chains. Et nous, on travaille aussi avec des chaînes de fast-food. And we definitely understand the costs that go into maintaining and delivering to the customers. But everyone has their own scenario. Chacun a son propre scénario. Each restaurant, whether they're big or small, needs to find that. Chaque restaurant, petit ou grand, doit trouver ce scénario, cette bonne formule. They can get that alternate revenue stream. Où ils peuvent générer des revenus alternatifs, différents de ceux de la restauration classique. Yes, and sometimes they call it supplemental revenue.
Supplemental. Supplemental, les revenus supplémentaires. On les appelle les revenus supplémentaires ou additionnels. Oui. D'accord. Are they important in the economic equation of the restaurant? Est-ce qu'ils sont importants dans l'équation économique des restaurants? Yes, they are, because the margins for profitability are very thin. Encore une fois, les marges pour la profitabilité sont très faibles en restauration. Very important that every single part of the restaurant produces in one way, shape or form. Donc c'est important que chaque partie du restaurant soit rentable d'une façon ou d'une autre. On peut noter qu'il y a une augmentation des salaires sur les États-Unis pour les cuisiniers. On peut dire en France que les charges salariales sont aussi le problème français. Donc je pense que les États-Unis sont en train de revenir sur un problème qui va devenir comme en France. Et ça, c'est un vrai problème parce que tous les employeurs râlent sur les charges salariales. En quoi c'est un problème particulier pour la restauration? C'est un problème de rentabilité parce que quelle que soit la restauration, il faut des mains et je pense que dans l'avenir, peut-être qu'avec des robots ou des choses comme ça, en tous les cas, ça se pratique dans beaucoup de restaurations aujourd'hui. On élimine les tâches premières où on va éviter d'éplucher des légumes, on va recevoir des légumes coupés et je pense qu'aux États-Unis c'est la même chose. Je ne connais pas bien le marché américain, mais aujourd'hui la rentabilité d'une entreprise c'est de calculer et d'avoir des gens effectivement. Par exemple, on a vu dans le Deliveroo, les cuisiniers se concentrent que sur la cuisine. Et finalement, la chose première, c'est recevoir, je pense, les ingrédients traités en amont pour que les gens fassent plus que de la cuisine. Et alors là, on passe sur des horaires qui sont différents. Et peut-être c'est l'évolution aussi du travail dans le futur pour une bonne partie de la restauration, en tous les cas les 3/4 de la restauration. Sur le sujet que Philippe dit, tu as parlé de robotisation. Je ne sais pas si demain il y aura un robot Philippe Labbé qui fera ton travail, je ne pense pas, ça n'existera pas. Par contre, il y a des outils qui existent pour automatiser un certain nombre de tâches, pour contrôler en temps réel quelles sont les rentrées et les sorties d'argent. Et aujourd'hui, très peu de structures utilisent à plein toutes les innovations digitales qui sont là. Donc quand on fait du revenue management aujourd'hui, on ne peut pas faire de la comptabilité comme on le faisait dans les années 90 avec les tickets, on note, etc. Non, il faut automatiser ces choses-là. C'est le boulot effectivement d'un revenue manager dans la boîte qui automatise un certain nombre de tâches, qui fait de l'amélioration continue. C'est ce qu'expliquait le précédent start-upper qui était venu sur la scène, qui disait, voilà, on a 5 ingénieurs qui travaillent sur l'amélioration des process. Il faut penser à l'amélioration des process. Donc, il faut parce qu'il y a une disruption. Il faut gérer ses revenus, c'est ça. Il faut gérer ses revenus en temps réel. Un chef aujourd'hui est aussi, ce que tu rappelais, un chef d'entreprise. Et cette histoire de crispation culturelle de la gastronomie française sur l'économie me rappelle un petit peu un métier qu'on a connu, Philippe, toi et moi, c'est le journalisme, qui s'est fait disrupter, le mot est énorme, hein, disruption, extrêmement violemment par une information digitalisée et qui a fait perdre la totalité ou une grande partie des revenus de la presse écrite. Et j'ai connu à l'époque beaucoup de journalistes papier qui se disaient très intelligents, etc., très brillants. Le Monde, par exemple, qui ne voulait pas entendre parler des services web, etc. Et pendant très longtemps. Et donc aujourd'hui, on a réussi à basculer culturellement, mais ça a pris 20 ans et il y a eu beaucoup de destruction de valeurs qui auraient pu être évitées si culturellement on avait anticipé ces changements et implanté les solutions. Tout à l'heure, on a eu un message qui est les restaurateurs doivent être plus intelligents que les hôteliers, ne pas se faire capturer leur base de clients, garder leur base de clients pour eux. Là, on a un message d'un ancien journaliste qui nous dit ne faites pas comme la presse, ne refusez pas le digital. Oui. Donc et surtout, c'est des solutions pour gagner de l'argent. C'est oui, des appels qu'on lance aujourd'hui qui sont importants. Philippe, je voulais juste te poser une question. Tu es un chef et comment régit on pense souvent que les chefs étoilés sont des artistes qui n'ont pas le sens de l'économie, pour être franc. C'est pas vrai. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand on est un chef étoilé pour gérer son économie? Déjà, comment on pense à la rentabilité quand on fait de la création? C'est la question. Non, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été dans une génération de chefs où j'ai eu des chefs patrons et des chefs qui étaient dans des hôtels. Et la gestion était différente parce qu'il n'y avait pas les mêmes préoccupations. Aujourd'hui, il est inconcevable d'être sur un marché du travail sans penser aux revenus. Donc, qu'est-ce que fait un patron dans une entreprise et regarde tous les matins ce qu'il a comme bénéfice
ou ce qu'il a fait comme chiffre d'affaires. C'est ce que tu regardes aussi quand tu es chef aujourd'hui. Quand tu es chef aujourd'hui, tu regardes le nombre de couverts que tu as, tu compares le chiffre que tu as fait au journalier par rapport à l'année précédente, et tu regardes ta semaine de travail par rapport à ton année précédente. Et donc ça, c'est la première chose, c'est le chiffre proprement dit. Dans mon niveau à moi, c'est la deuxième chose, c'est de se dire comment je vais faire augmenter le chiffre. C'est-à-dire que là, c'est une question de personnalité et par rapport au lieu, et comment tu peux estimer que tu peux vendre ton plat à 80 ou à 100 euros. Quelle est la juste valeur par rapport à l'endroit, par rapport à l'expérience que tu donnes, et est-ce qu'aujourd'hui c'est normal d'augmenter de 15 euros ou est-ce qu'il faut rester stable? Après, la troisième chose, c'est il faut une collaboration entre le maître d'hôtel et enfin, les directeurs de salle et le chef de cuisine. Pourquoi? Parce que la rentabilité d'un restaurant comme chez nous, elle est minime. Et on sait bien que c'est surtout la vente additionnelle va être le vin. Donc la vente additionnelle, le vin. Le vin. Et donc, si on veut, chez nous, l'expérience, c'est plus on va donner une expérience culinaire importante, plus ça va entraîner la consommation de vin et plus les ventes additionnelles vont être fortes. Donc finalement, le secret, il est là. Le secret, il est là, c'est parce que l'expérience que va avoir un client avec un plat, et en tous les cas, son émotion va l'entraîner à avoir aussi une émotion gustative complémentaire avec l'accord mets-vin. Alors, juste peut-être un petit mot de Sophie Bressot, parce que tu as un avion à prendre. Je suis désolée, j'ai un avion et je dois. La navette m'attend, alors il faut que je vous quitte, je suis désolée. Voilà, bah merci voilà, beaucoup, mon Sophie. mot de la fin, c'était désolée de. Enfin, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire et a déjà été dit. Merci. Merci beaucoup, Sophie. On l'applaudit. Alors, Pete. Sophie qui a bravé la tempête pour arriver jusqu'à nous et qui repart dans des meilleures conditions sous le soleil quand même. Hein. À bientôt. Alors, Peter, could you tell us what are the trends now? Quelles sont les tendances aujourd'hui that you observe in the economy of the restaurants? Dans l'économie des restaurants en général. I think the most important thing is really making sure you have a clear brand story for your restaurant. Ce qui est très important, c'est que vous ayez une bonne histoire, une histoire claire pour les consommateurs de votre restaurant. It really et de is votre marque. about creating a differentiator between you and your competitors. La principale chose aujourd'hui, c'est de se différencier de ses concurrents. And then from that brand story, à partir de cette histoire qui est une histoire de marque, a marketing strategy. Il faut créer une stratégie marketing. That you can roll out, especially on social et qu'on puisse media. Développer sur les social media notamment, sur les réseaux sociaux. It is very important for my clients. C'est très important pour mes clients d'avoir un plan sur les réseaux sociaux qui soit très complet. And also have solid SEO, search engine optimization. D'avoir une bonne utilisation de Google et ce qu'on appelle un SEO, c'est-à-dire d'être bien référencé par Google. Very important that you are able to be found easily on Google. On doit vous trouver facilement. And when you do new promotions, it's great to be et able quand vous faites des promotions, make sure that the web, whether it's Google or whether it's Facebook or il faut être sûr que quand vous faites des promotions, elles passent bien sur Facebook, sur Google, qu'elles touchent bien les clients et que tout le monde soit au courant of your offerings. Et que vos offres promotionnelles, quelles qu'elles soient en tant que restaurant, puissent être directement atteindre les clients. One of the other things that I think we're seeing also is, for instance, in the States we have holidays. Aux États-Unis, on a des vacances, bien sûr. More and more restaurants de plus en plus de restaurants creating holiday meals prepared by the restaurant. Créent des menus de vacances créés par le restaurant qu'on peut commander en ligne et prendre juste le jour avant la célébration nationale. Typiquement Thanksgiving. On va commander sa dinde en ligne dans le restaurant la veille de Thanksgiving et la mère de famille va pouvoir apporter sa dinde parfaitement cuisinée à table en famille. They bring the turkey from the restaurant to the Thanksgiving table. Yes, that's correct. And it's become very, very popular. Ça devient très très populaire, ça, pour les grands repas de célébration de Noël, Thanksgiving. And we have a bird's eye view of
the sales that have come about. Nous, on voit bien quelles ventes ça génère. On voit bien. Also, the great thing about creating packages like that is that si vous créez des it packages brings comme the ça, restaurant brand into the home. Ça aussi, ça permet que la marque de votre restaurant soit importée sur la table familiale. C'est-à-dire que le restaurant, vous avez acheté la dinde de Noël, vous allez en parler sur la table familiale. Vous dire cette dinde a été préparée par tel restaurant. Donc ça amène la marque du restaurant à être un objet quelque part de conversation familiale. Yeah. So it's been a very big success in the States. C'est un gros succès ce type de tendance. And every kind of restaurants do it, even the upscale restaurants or only the low scale. No, Est-ce que les grands restaurants le font aussi? C'est un mix between most of them are medium to high-end restaurants that will produce those meals. Il y a des high-end restaurants are producing the meals. Oui, ça touche un peu tous les types de restaurants, y compris les plus grands restaurants. Antoine. J'ai une question pour Peter. Est-ce qu'il y a aux États-Unis des revenue managers maintenant dans les restaurants? Parce que je suis pas sûr. Do you have revenue managers in the restaurant now? Do you have revenue managers? Yes, we call it. Oui, bien sûr, reputation management. On appelle ça le management de revenue. Revenue management. Revenue, yeah. Revenue management. Yes. Oui. They definitely they cover every aspect of the restaurant in terms of the finances. On a maintenant des directeurs financiers de restaurants en quelque sorte, si je comprends bien, qui vont gérer tout. Yes. And for big restaurants, not for small restaurants, obviously. For big restaurants primarily. And the smaller ones use more of a consulting service. Les plus petits utilisent plutôt des consultants extérieurs qui vont faire ce travail de which sort of contrôle. Tells us one thing that we're noticing in terms of the trends. Sort of deviating from this is that more and more restaurants cannot afford to have an in-staff marketing. De plus en plus de restaurants ne peuvent pas internaliser le marketing, c'est compliqué. And in-staff web management, SEO. Ils peuvent pas non plus avoir de web manager. Ils peuvent pas avoir non plus de gens responsables des réseaux sociaux. And there is more outsourcing now, and it's definitely developing, especially after the minimum wage hike in the States. Maintenant, on voit surtout depuis la hausse des salaires des cuisiniers, on voit de plus en plus que ça s'externalise ce type de service. Where more and more restaurants are outsourcing outside of their own restaurant instead of hiring them full time. Oui, de plus en plus, on externalise les aides dans les restaurants. Their marketing machine moving et on a comme ça une machine marketing qui est très à jour et qui fonctionne si on l'externalise. Et de plus en plus, comme les salaires montent, encore une fois, il y a de moins en moins de masse salariale possible à l'intérieur des restaurants. Il y a un profil en fait qui correspond à ça en France, qu'on connaît, qui était présent ici. Il y a David Bétan du groupe Beaumarly, qui est un jeune de moins de 30 ans, qui a un profil de financier qui venait pas de la restauration. Et je pense que d'avoir des profils comme ça, des nouveaux jobs, des nouveaux postes, sont une valeur ajoutée pour les entreprises. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour le groupe Beaumarly d'avoir un profil comme David Bétan, parce qu'il a cet aspect financier, qu'il vient d'une autre culture et qu'il apporte à la culture de la restauration aussi cet aspect revenue management. Et c'est beau l'anglais parce que c'est une langue beaucoup plus business et en fait on se rend compte quand on dit revenue manager en anglais, on dit directeur financier en français, ce qui fait quand même très 20e siècle. Pardon, mais c'est vrai, les langues sont quand même beaucoup moins fonctionnelles en français pour le commerce. Il faut qu'on dessine de nouveaux profils, il faut qu'on embauche de nouveaux profils, il faut qu'on pense innovation dans l'emploi. J'ai une question à poser à Philippe Labbé. Comment on discute avec un directeur financier quand on est un chef étoilé? Le problème du directeur financier, je crois que le directeur financier ne peut pas ne pas discuter avec le chef et le chef doit comprendre aussi le directeur financier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que c'est des métiers complètement différents et des métiers qui se parlent souvent très peu. Ou mal, ou très mal. Donc aujourd'hui, il y a une vraie évolution à avoir dans le monde de la finance et dans le monde de la restauration et même de l'hôtellerie. Ça veut dire qu'il y a des problématiques et les problématiques, il faut les résoudre ensemble et pas chacun de son côté. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème de culture en France. Je pense que c'est beaucoup plus clair aux États-Unis parce qu'on a un sens du business qui est beaucoup plus développé. Est-ce qu'il y a un tabou sur l'argent dans la restauration en France? Il y a déjà un tabou en France surtout sur l'argent en général, puisque quand on a l'impression de gagner beaucoup d'argent, on a l'impression d'être pris pour un voleur. Aux États-Unis, on vous demande comment on fait pour gagner la même somme que vous. Donc c'est déjà un point de vue complètement différent. Et je pense que
Aujourd'hui, la problématique du business, c'est qu'on sait que la restauration à tous les niveaux a une marge très faible, qu'il y a des moyens d'augmenter les marges, mais qu'à chaque niveau, il est vrai qu'avec un McDonald's, on ne fait pas la même somme qu'avec un restaurant 3 étoiles Michelin. Et il faut savoir là où on veut jouer. Donc forcément, c'est une question d'état d'esprit, mais par contre, quand on a un 3 étoiles Michelin, on peut faire beaucoup d'argent parce qu'on peut développer beaucoup d'établissements autour de cette image où on va peut-être gagner aussi beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de chefs qui l'ont fait, et en tous les cas, chef étoilé ou pas, 1, 2, 3 étoiles Michelin, on a l'opportunité toujours de voyager, de découvrir des choses, d'aller s'exporter, etc. Donc oui, il y a des moyens de gagner de l'argent pour tout le monde. Après, il faut que les mondes se comprennent, et il faut aussi avoir des limites dans tout, parce que évidemment, quand on a 2 étoiles Michelin, on va dire on en veut 3. Est-ce qu'on a les moyens d'y aller? Comment on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Et il y a une stratégie à avoir, mais que ce soit étoilé ou pas étoilé, parce que quand on a une entreprise dans une restauration, une très bonne brasserie ou un bistrot gastro, on va dire, aujourd'hui tout le monde veut faire toujours plus, ce qui est normal et ce qui est la vie de tout le monde. Mais comment on y va, comment on amène les choses ou comment on se développe. Antoine. Philippe a dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il y a une dimension très psychologique aussi à la valorisation des prix. Comment un chef n'a pas forcément la capacité de fixer lui-même les prix. Tu parlais du tabou de l'argent en France. Quand vous êtes créateur, c'est très difficile de dire d'emblée ce que je fais vaut ça. Donc ça doit être le travail d'une équipe, effectivement, d'un travail collectif qui se fait peut-être pas en France parce qu'on a un problème de management. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, oui, il y a des barrières avec des valeurs, mais les valeurs, la première valeur qu'on a quel que soit qu'on soit chez soi ou chez les autres, c'est qu'est-ce qu'on apporte comme revenu et qu'est-ce qu'on fait faire comme bénéfice avant d'avoir des étoiles. Alors, avant de passer, on va passer peut-être à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces questions de revenus et de rentabilité? C'est des questions pour Peter? Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Je m'appelle Sébastien Rolly, je travaille pour une agence de communication digitale. Et en effet, le vrai sujet dans l'optimisation des revenus, et vous l'avez très bien dit, est probablement la digitalisation. Et on a pour expérience une vision de certains acteurs que sont les chauffeurs. Dans le parcours client, le fait de lever tous les irritants du parcours client, qui sont à mon avis essentiels dans le démarrage de l'optimisation des revenus. Et on constate aujourd'hui qu'en effet, il y a des besoins qui sont très différents en fonction des typologies de restauration. Et il s'avère cependant que nous, on a développé une solution de coffret cadeau, à titre d'exemple, qui a été un formidable levier pour augmenter le revenu des restaurants. La notion du direct, la notion de la valeur, de la vente additionnelle, du sur-mesure, de la personnalisation finalement de l'offre qu'on est capable de faire, apporte énormément de revenus complémentaires qui n'existaient pas dans les entreprises. Et le deuxième élément, c'est de se dire aujourd'hui, en effet, pourquoi pas, dans cette civilisation, j'ai envie de dire, qui est en train de se transformer avec les outils digitaux, pourquoi ne pas, en effet, comme on réserve une voiture, pouvoir réserver son repas, pouvoir avoir une attention particulière, un emplacement particulier, et que en finalité, ça ne dérange personne. À partir du moment où j'ai identifié mon besoin, je l'ai clarifié, je l'ai précisé, et finalement, je soulève un peu toute cette partie qui, en finalité, peut être dans l'optimisation des revenus, et à la fois dans la simplification d'un irritant qui est l'addition sur une table gastronomique, et qui a très très bien été géré sur le transport, et qui en finalité, on monte dans une voiture, on en ressort très facilement, on en consomme plus, et pour le coup, je pense qu'en effet, la partie numérique peut apporter beaucoup de choses. Merci beaucoup de ce témoignage. Et effectivement, la question des irritants qu'on a abordé hier dans une table ronde est importante, c'est-à-dire comment on fait en sorte que le parcours client soit le plus sympathique et le moins irritant possible. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque pour notre table? Oui, monsieur.
Stéphane Demac, je suis professeur référent en finance justement à l'Institut Paul Bocuse. Ça va devenir compliqué. Et non, pas du tout. Je remarque effectivement qu'il y a un blocage culturel au revenue management en restauration. Blocage que j'ai moi-même comme client, alors que c'est quelque chose de totalement normal dans un secteur qui est quand même très proche, qui est l'hôtellerie de luxe. Et quand on réserve au Fairmont, on trouve tout à fait normal de ne pas payer le même prix en fonction de la date du séjour et de payer moins cher quand on fait par exemple un prépaiement avec moins de flexibilité. Alors c'est peut-être dû à des marges sur taux variables qui sont très différentes. Est-ce que vous pensez que c'est essentiellement ça? Et si c'est le cas, c'est sûr que des contraintes au niveau de la charge salariale et un coût salarial qui d'un pays à l'autre est un coût qui est beaucoup plus fixe ou beaucoup plus variable, sachant qu'aux États-Unis la charge salariale est un coût variable beaucoup plus qu'en France. Est-ce que ce sont des éléments qui marquent cette différence entre l'hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique? Oui. Il est clair que quand vous travaillez dans un hôtel, la rentabilité sur un hôtel et la rentabilité sur un restaurant ou des restaurants, il n'y a pas photo. Le bénéfice, il se fait toujours sur l'hôtel. C'est mathématique. Il faut une femme de chambre pour faire à peu près 10 chambres. Et pour faire 10 couverts dans différents restaurants, il faut déjà, si vous avez 2-3 restaurants, vous avez déjà une quinzaine de personnes qui sont autour pour faire 3 styles de restauration différentes. Donc vous pensez bien que la rentabilité n'est pas du tout la même. Et forcément, l'hôtel quand même se remplit si vos restaurants sont attractifs. Donc finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Ou alors vous faites que de l'hôtellerie. Je crois que vous avez raison, c'est un problème culturel, mais qui est dû au fait même que l'alimentaire est beaucoup plus fort symboliquement, beaucoup plus sacré que ne l'est une chambre, un lit. Voilà, quelle que soit la couleur du drap, sa matière, etc. L'alimentaire est quelque chose de profondément symbolique. Tu fais quand même à manger, et les gens l'ingurgitent, c'est à l'intérieur, c'est pas une couverture. Donc cette dimension sacrée de l'alimentaire fait qu'on a cette problématique, et en plus la dimension du chef qui est un étoilé, c'est quand même spirituel quasiment. C'est l'argent devient effectivement, non, peut-être pas un tabou, mais en tout cas un sujet compliqué de fixer la valeur. Quelle est la valeur exacte que je donne à ça, etc. Donc il y a cette dimension psychologique qui est énorme et qui en plus, en France, vu la place de la gastronomie en France, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que dans certaines cultures, comme aux États-Unis, où on n'a pas cette problématique, ou au contraire, l'argent n'est pas un tabou et on n'a pas cette problématique de blocage sur la question de l'argent. Is it easy to talk about money with chefs in the US? Do they talk about revenue management easily? And how do you explain that compared to France? It's very difficult, but the chefs are very well versed in almost every aspect, especially with c'est toujours difficile d'en parler, mais les chefs savent toujours en parler. Even the marketing costs. Ils sont très au courant de leurs frais de marketing, de leurs frais d'employeurs, des charges patronales. It is much more micromanaged now than it was. Aujourd'hui, on y fait vraiment beaucoup plus attention aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est beaucoup plus micromanagé qu'avant, c'est beaucoup plus précis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur derrière. Bonjour. Moi, ce qui m'embêtait, c'était un petit peu le discours sur monsieur Peter par rapport au fait de se dire qu'on va envoyer des emails pour vendre des choses à l'avance. Au final, ça enlève tout ce qu'on oublie, c'est que dans l'hôtellerie, la restauration, c'est une passion. Si on commence à vendre des expériences avant, eh ben, quelle expérience on vend? On enlève l'interaction avec le maître d'hôtel, on enlève l'interaction avec le sommelier, on enlève l'interaction avec le cuisinier, on enlève le restaurant qui est capable de vous surprendre, on enlève toute cette partie-là. Et en fait, on devient comme les autres. Et aujourd'hui, alors il y a d'autres problèmes financiers à régler. Ça, c'est un fait, plus aujourd'hui qu'avant. Mais aujourd'hui, on va dans le restaurant pour avoir quelque chose d'unique et d'avoir une expérience. C'est au restaurateur de proposer une expérience et pas au client de faire son expérience, de dire
Et d'arriver comme ça, je m'assois, bon, tout est prévu. Elle est où la surprise? Elle est où l'émerveillement de quand on va chez un chef comme Trois Gros, quand on va chez des grands chefs, ou même sur des plus petits établissements, pas forcément des chefs étoilés. Mais c'est cette expérience qui fait la renommée de la cuisine française. C'est ça qui fait que, pas qu'on est meilleur que les autres, parce que c'est pas meilleur, c'est différent. Une expérience dans un restaurant japonais, tout est différent, mais c'est ça qui fait la spécificité. Aujourd'hui, moi, en tant que cuisinier ou en tant que client, j'ai pas envie de recevoir un email disant est-ce que vous voulez un gâteau d'anniversaire? Non, si c'est mon anniversaire, j'appelle, je dis voilà, je voudrais faire ça, je vais appeler pour créer mon expérience parce que je veux quelque chose de spécial. Mais si je veux être démarché, je suis pas sur Amazon, je suis pas sur Google+, je vais dans un restaurant pour que faites-moi vivre mon expérience. C'est pas moi de vous expliquer comment j'ai envie de vivre mon expérience, c'est à vous de me comprendre quand vous m'installez, de savoir d'où je viens, d'avoir ça, quoi. Sinon, et moi c'est pour ça qu'un étoilé peut se justifier ces prix-là, parce que quand vous sortez de l'étoilé, vous dites mais ah ouais, c'était parfait, quoi. La personne m'a compris, la personne a réussi à trouver les éléments dans mon langage de ce que je faisais dans la vie, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, et à la fin c'est ça. Si aujourd'hui je vais dans un étoilé et qu'en plus c'est à moi de lui expliquer comment me faire rêver, eh ben j'ai pas besoin de lui en fait. Alors c'est un peu schématisé, mais c'est par rapport à ce qu'il disait. Et aujourd'hui, le cuisinier doit se mettre en coalition avec la finance, parce que un grand cuisinier qui perd de l'argent, c'est un grand cuisinier sans restaurant. Mais il ne faut pas que le côté financier, et un peu à l'américaine, prenne le dessus sur ce côté passion, sur ce côté expérience. Et c'est un petit peu ça vers lequel on va, une standardisation mondiale de nos expériences. Et en France, on se doit de défendre ça. J'ai envie de répondre par une phrase dite par un très grand pape, « N'ayez pas peur ». Voilà. Il est grand le mystère de la foi aussi. Mais d'accord, la restauration, c'est une passion, il se passe une expérience incroyable, c'est l'Eucharistie, très bien. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi, avant, des canaux de distribution de l'information et de services qui ne sont pas contradictoires avec ce que vous voulez ressentir, vivre et auquel vous voulez communier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut non pas voir ce que dit Peter comme étant une menace d'un modèle culturel. Ce qui est la menace d'un modèle culturel, c'est la destruction de valeur quand elle n'a pas été adaptée à une situation économique. Quand les restaurants ferment, c'est fini. Il n'est plus là, effectivement. Et du coup, après, vous n'aurez plus qu'un type de restauration. La menace est là. Quant à l'uniformisation des services au niveau mondial, je ne crois pas du tout que ce soit vrai. On voyage tous un petit peu ou beaucoup, et on voit très bien qu'il y a malgré tout des identités locales très fortes, que ça restera et que ça ne pourra pas changer. Voilà. Aujourd'hui, vous mangez sur Nice, sur Cannes, sur Monaco. Alors oui, qui sont 3 villes côte à côte, mais il y a un modèle de restaurant qui se développe partout, qui est le style Petite Maison de Nicole, Koya, etc., qui ont chacun apporté des identités légèrement différentes, avec des orientations différentes, mais le concept est le même. Et vous regardez les cartes de la côte, c'est les mêmes cartes. En parlant des restaurants milieu de gamme, haut de gamme, sans parler étoilé, vous allez manger dans 5 restaurants à la mode de Cannes, Nice, Monaco, sur des gammes de prix. Ils ont la même identité de ce qu'est ce groupe de communication exceptionnel qui fait la communication de la Petite Maison de Nicole à Dubaï, à Londres, qui fait Koya, et c'est des grands communicants et ils vendent le même concept différemment. Et aujourd'hui, c'est un concept qui plaît, tout le monde fait ça. Et puis dans 5 ans, c'est un autre concept qui plaira, tout le monde fait ça. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, avant, on basait des maisons comme Trois Gros, comme Gagnère, sur des maisons, sur une personnalité, sur quelque chose d'unique. Aujourd'hui, on rentre dans le modèle de fast-food, c'est-à-dire qu'on a un produit incroyable qui marche pendant 5 ans, on l'utilise au maximum, le produit ne vaut plus rien, on le jette, on recrée un nouveau produit. C'est le principe des startups, sauf qu'aujourd'hui, il peut avoir la place pour ces deux modèles. Ça ne veut pas dire que le modèle ancien ne doit pas s'adapter, parce que qui ne s'adapte pas meurt, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il doit changer. Il ne doit pas non plus renier ses propres valeurs et devenir simplement un produit jetable sur quelques années. How do you if you go to these email offers that you send to the client before they come, don't you destroy the uniqueness of the experience that you need to have in a restaurant? If the client is deciding of what is going to happen, where is the surprise? How do you still keep the culture you have and the uniqueness you have if the client decides everything? Isn't it the fast food model
taking over everything else. It looks like it. Ça ressemble à ce que vous dites. Ways, definitely, and I agree with you. Et je suis d'accord avec vous. However, these additional items are really more to surround the meal as opposed to actually going in and ordering the meal. C'est pas à la place. I think with online payments and prepaying, avec le paiement en ligne et le prépaiement, it doesn't necessarily mean you need to decide what you're going to eat or drink. Ça veut pas forcément dire qu'on choisit tout. It's more about the restaurant securing the revenue in advance. C'est plus pour que le restaurant puisse sécuriser son revenu à l'avance et créer une obligation chez le consommateur de venir. From this side, I agree. That means you can pay in advance with no select. For example, if you're going to London to Aston Blumenthal restaurant, you have to be paid in advance because you have like 28 seats. He can book his restaurant 5 times, and every table who's not showing is direct lost money. But for this restaurant, you have one unique menu, one unique wine pairing. You know what you're buying because you're going to buy an experience, but not an experience you create yourself. You're going to buy the experience of Aston Blumenthal, and you're going in his world. You're not going to call the chef and say, can I get a cheesecake on top of this? And this one, I'm going to go to it in this restaurant. I have no problem to pay in advance. But I'm going to the Carlton in Cannes, for example. Yes. I don't want to pay my menu and say, can I get a white flour? Can you upsell me this? I feel a little bit oppressed, you know, like I would see on the spot if I need something, and you would be here for me. But I think you have different restaurants with different view. It's interesting. I was in Paris, I believe in April, early April, and my daughter wanted to have dinner at the Eiffel Tower. So we paid in advance for the dinner, and I was very, very concerned about, number one, how good the dinner was, how good the seating was, how good the service was. And I have to tell you, I came away very impressed. And I did not feel like I had a less of an experience ordering online in advance. And they did a very good job of it. And I actually think it's nice to go to a restaurant, have a great meal, and walk out without having to look at the check, l'addition. L'addition. I think the way trends are happening, especially with technology helping us. Technology's been taking money from the restaurants for a long time now, but there are more ways now, more than ever, for that technology to help restaurants earn more money than they ever have before. From this part, I agree with you. What I mean is just we need to be careful that it's not being like the only rules have to be like this. This model have to be adapted from different city, different culture, different size of restaurant. If you go to the Jules Verne, I understand that you have to pay in advance because you know it's fully booked. It's the table that everybody wants to go, especially now. And every seat lost is a direct lost money when you know how much it costs to create this restaurant. That means you don't have to be the rules for everything, but you have to be separate. Il faut pas qu'il y ait un modèle unique. Economic model have to choose their best way. It can evolve, but you don't have to be just like same for everybody. Okay. Juste pour conclure là-dessus, réaffirmer le modèle. Un mot de conclusion parce qu'on doit rendre. Voilà. Réaffirmer effectivement que chaque restaurant, chaque lieu a sa propre économie, a son propre modèle économique, sa propre identité, et vous associez digitalisation et uniformisation. Au contraire, la digitalisation doit servir l'identité du lieu et la façon dont le revenu management va être géré, qui est variable en fonction de chaque restaurant, de chaque commerce. Un mot de conclusion, non, Philippe. Dans le sens où monsieur a raison, c'est que il est clair qu'on peut payer aujourd'hui l'évolution de la restauration, en tous les cas dans la gastronomie, comme il l'a nommé avec Blumenthal, c'est que on va chez Cola Greco, on a un menu unique. Alors je ne sais pas s'il y a le wine pairing ou pas, mais quand vous avez le wine pairing, vous savez exactement ce que vous payez. Aujourd'hui, c'est facile de payer d'avance pour ça. Maintenant, dans un restaurant gastronomique à la Tour Eiffel, payer d'avance, je pense que c'est comme à la Tour, on paye une pré-réservation, on prend une empreinte de carte bleue et effectivement, on ne peut pas avoir de no-show. Et pour se garantir ça aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas que les restaurants étoilés, c'est tous les restaurants.
parce que les gens font 3 ou 4 réservations la même journée dans différents restaurants. Donc pour s'assurer de pouvoir... d'avoir le choix le soir. On ne peut pas donner le choix aux gens parce que nous aussi on a une économie à gérer. Et aujourd'hui, on charge 200 € ou on charge 50 € suivant le type de restaurant qu'on a. Mais je pense que c'est normal pour respect du restaurateur ou de l'hôtelier qu'il y ait une trace ou une empreinte d'argent de prise si le client ne vient pas. Voilà, très bien. Ce sera le mot de conclusion. Antoine, peut-être? Peter, merci beaucoup. On les applaudit tous les trois. Merci à tous et merci à vous parce que c'était un échange passionnant à suivre. C'est la dernière table ronde et le dernier débat du Chef World Summit 2019. Donc il ne nous reste qu'à vous remercier tous d'avoir assisté à nos conférences, et très nombreux, et d'avoir assisté au Success Story. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.